Comencem, no? Oui. Allez. Llavors, estic molt contenta de presentar Henri Weiss, que és investigador amb el Museu Nacional d'Histoire Naturelle a París i que també està investigador amb la gent de Tautavel, Centre Européen de Recherche Préhistorique, i qui parlarà del jaciment gravesien en Italie. Bien, je m'excuse, je suis un catalan qui ne parle pas le catalan, mais qui comprend le catalan. Je déplore qu'un jour, mon grand-père m'ait dit « Tu vas être un fonctionnaire de l'État, tu ne dois pas parler catalan et je ne te parlerai pas catalan. » Le monde est ridicule. Mais si vous me parlez en catalan, je réussis à comprendre. Donc, je vais faire mon exposé en français parce qu'en catalan, si je le disais en catalan, c'est vous qui ne comprendriez pas. Donc, je suis très content de revenir à l'IPES. Merci à Martha Fontana qui nous a accueillis gentiment. Et j'étais venu il y a 6 ou 7 ans présenter un site magdalénien que j'avais fouillé à côté de Vengro, à côté de Tautavel, avec Deborah. Et donc, c'était un bon souvenir. Et quand elle m'a dit, il faudrait venir montrer ce que vous faites en Italie, alors, franchement, j'ai beaucoup eu envie de venir. Donc, c'est avec plaisir que je viens. Et je viens présenter ce gravesien de la grotte d'Ostuni. Enfin, la grotte s'appelle Grotte Santa Maria di Agnano. Et c'est une grotte qui est, curieusement, c'est ce que j'aime bien dans ce que je vais présenter, c'est une grotte qui est en direction des femmes. Ça a toujours été les femmes là-bas. Sainte-Marie, à l'intérieur, il y a un mur où il y a une Madone de la Renaissance. Et nous, on a trouvé, sans lien avec la Madone de la Renaissance, une sépulture d'une femme qui est, encore une fois, une femme. Et celle-ci, vous verrez tout à l'heure, c'est la seule femme que l'on ait du Paléolithique supérieur qui soit enceinte. Et donc, qui a un fœtus dans le ventre. Et donc, on est certain de la féminité. Donc, vous voyez l'importance de cette découverte qui n'a pas été très connue parce que, pour des raisons sentimentales de mon collègue qui l'a trouvé et qui l'a assez peu divulgué. Donc, je suis avec lui sur le terrain, c'est la fouille de 2007, et il est là, en noir, à côté de moi, et on discute sur ce grand site qui est quand même physiquement un très beau site, puisque vous voyez qu'il fait un grand abri, avec une chapelle du 19e siècle, et un père. La sépulture de la femme était juste à gauche de la chapelle, et nous fouillons actuellement les couches à l'extérieur. Pour des chasseurs, c'est un site absolument extraordinaire, parce que de la terrasse ici qui est devant, on voit la mer Adriatique derrière, et une plaine qu'on ne voit pas sur la photo, parce que ici ça descend un tout petit peu, et là il y a 5 km de largeur de plaine, actuellement plantée d'oliviers, mais qui à l'époque était un endroit idéal pour des grands chasseurs. Quand on est sur le bord de la terrasse, on voit 20 km de plaine avec l'œil comme ça. Ce qui, pour des chasseurs, est une position absolument exceptionnelle. Ce que vous voyez devant, c'est la fouille faite par l'école française de Rome, parce qu'on protégeait les couches préhistoriques des couches archéologiques historiques. Donc, on a des occupations romaines, grecques, qui ne nous intéressent pas à nous, mais qui ont protégé avantageusement le site préhistorique. Alors, la découverte de la sépulture de la femme, et je suis désolé de le dire, c'est pas moi qui ai trouvé la femme. J'aurais bien voulu. Franchement, j'aurais bien voulu. C'est une grande grotte qui est connue de tous les temps, Santa Maria d'Agnano. Et à l'intérieur, il y a un très gros plancher stalagmitique qui couvre le sol, épaisseur 40-50 cm. Mon collègue, Donato Coppola, qui est professeur à l'université de Bari, l'université la plus proche, mais qui est né dans ce coin-là, régulièrement allait dans cette grotte. Et un jour, il s'est produit au fond, là où il est, lui, là,
un écoulement qui a fait un trou dans le sol. Trou comme ça. Il est rentré par le trou. Et dessous, l'eau avait enlevé toute une partie du comblement argileux. Vous voyez le trou? Il est rentré dans le trou. Et en levant les yeux au plafond, qu'est-ce qu'il voit? C'est la photo de l'époque. Au plafond, au-dessus de lui, il voit le squelette. Un squelette. On voit bien les colonnes vertébrales, le bassin, les côtes, le bras, l'humérus. On voit très bien. L'état de conservation était exceptionnel. Il a dit, on ne va pas fouiller sur place, on va faire des trous, on va enlever le bloc, on le fouillera au laboratoire. Et là, il a eu une idée géniale. Parce que si on l'avait fouillé sur place, peut-être qu'on n'aurait pas vu les os du fœtus qui sont tout petits. Et la deuxième idée géniale qu'il a eue, c'est qu'il a dit on ne va pas trouer très près du corps, on va faire enlever un très gros bloc. Et c'était une très bonne idée parce qu'à côté de la femme, il y a une autre sépulture. On n'a pas encore dégagé du bloc parce que sédiment est très dur, qui est une sépulture de femme et qui a, on le voit sur la tranche du bloc, le même collier que la même coiffe que la femme elle-même. Donc il sort les blocs. Voilà, on voit très bien là-haut son crâne. On voit les petits graines de collier qui sont des cyprès, Cyprea lurida. L'ocre sur sa tête, son bras gauche, son bras droit, qui est là, sur le ventre. Elle protège, elle est comme ça, elle protège le bébé avec sa main, et voilà les os du bébé, du fœtus, sa jambe. Autour du bras, quelque part par ici, on les voit, elle a un bracelet. Donc c'était exceptionnel. Ils ont fait un trou et ils l'ont protégé avec une pierre. La sépulture, on la voit ici, ce gros amas. Ce que vous voyez, c'est les graines de collier de la coiffe. Ce que vous voyez en marron, c'est des offrandes alimentaires. Il y a des dents de cheval, il y a un morceau de crâne de roc. Et puis en bleu, vous avez quelques-uns des objets lithiques qui ont été déposés avec elle. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Hein. Voilà, l'état des os est exceptionnel. Bon, il a été reconstitué un peu, mais on voit que c'est un très bon état. C'est une femme qui a à peu près 20 ans, 18-20 ans, 1,71 m, donc grande, et comme on est grand, paléolithique supérieur en général, enceinte de 36 semaines, donc pas loin d'accoucher. Elle n'a pas accouché parce que le bébé n'est pas retourné encore dans son ventre. Et la datation, c'est 14, vous l'avez, 26 278. Donc, datation faite sur les os, et une autre datation qui est à peu près équivalente, faite sur les charbons de bois. Vous voyez que très belle dentition, comme une fille de 18 ou 20 ans, hein, d'accord? Vous voyez qu'elle ne fume pas, elle n'a pas les dents jaunes, magnifique. Mais par contre, vous voyez qu'elle a des orbites très rectangulaires. Hein. Ça, c'est assez frappant. Dans son ventre, reconstitué le fœtus. Alors la chance, ça a été que ça a été fouillé en laboratoire par un anthropologue qui s'appelle Elicho Vaca, qui a fait un très beau travail dans la monographie qui est sortie sur la sépulture. On a quasiment son crâne. Ah, bien sûr, les os du crâne ne sont pas soudés, puisque c'est encore un fœtus. Sa mandibule, ses côtes, bras et deux bras. Il manque quelques os, mais bon, sur l'ensemble, il est quand même très complet. Donc, elle est enceinte de 36 semaines, 8 mois et 1 semaine. On ne sait pas du tout de quoi elle est morte. Enfin, ils sont morts, tous les deux. Voilà ce qu'on a imaginé, qui est proposé dans le musée qui a été fait là-bas. Une fosse, le plancher stalagmitique derrière. En fait, ils l'ont enterré juste à un endroit où on pouvait faire un trou. Dans le plancher stalagmitique, c'était impossible. Devant, c'était une zone un peu caillouteuse. Donc, ils ont excavé, ils ont fait un trou, ils ont déposé le corps et ils ont déposé des offrandes alimentaires, peut-être quelques silex. Alors, moi, je ne suis pas totalement d'accord sur la présentation parce que
Je pense, moi, qu'elle était habillée. Là, on l'a mise nue, mais elle était habillée, à mon avis. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Donc voilà la coiffe. La femme du Cavillon a exactement la même coiffe. C'est une coiffe faite avec des coquillages qui sont des Cyprea, Cyprès lurida, à force de le dire en italien, je ne sais plus dire en français. Des cyprès lurida, des columbelles, quelques-unes, beaucoup de cyprès, 700 à peu près, des columbelles, et autour, là, et 1, 2, 3, 4, comme la femme du Cavillon, des craches de cerf, des dents de cerf. Devant, certainement rien sur le front. On a dû beaucoup discuter, est-ce qu'elle les avait dans les cheveux? Non, elle devait avoir une résine, parce qu'on ne peut pas vivre avec 700 coquillages dans les cheveux. On ne peut pas estimer qu'on les enlève et qu'on les remette de temps en temps. C'est exceptionnel. Dans un des coquillages de cyprès, là, à l'intérieur, quand on les a récupérés, on a entendu un petit bruit. C'était la pointe d'une pointe de la gravette à l'intérieur qui s'était cassée. Ça montre que les pointes de la gravette, ce ne sont pas toujours des armatures de jet, elles peuvent être aussi comme un perçoir. Voilà. Voilà moi comment je l'imagine. Hein. Peut-être que ce que nous on prend pour des bracelets, c'était peut-être seulement cousu sur l'habit, comme les sépultures doubles qui ont été trouvées à Chungir. C'est-à-dire que l'habit lui-même est décoré. Et c'est vrai que quand il va se décomposer, l'habit, on va croire qu'on a affaire à un bracelet, alors que c'est simplement cousu sur le vêtement. Bon, ça, c'est une affaire de. C'est une interprétation. Hein. Donc voilà la grotte de Santa Marina. Vous voyez qu'on est au sud de l'Italie. Hein. Et quand on l'a trouvée, moi, j'ai de suite pensé à sa sépulture du Cavillon, qui était beaucoup plus ancienne. La grotte du Cavillon, elle est à côté de Menton. Pour 30 mètres ou 50 mètres, elle est en Italie. Donc, il ne faut pas dire qu'elle est en France. Les Français ont cette nature même de prendre pour eux ce qui n'est pas à eux. Hein. Donc, en fait, elle est italienne, cette femme du Cavillon. Quand on l'a trouvée, en 1872, celui qui l'a fouillé s'appelait Émile Rivière. Pour l'époque, c'était un bon archéologue. Il a tout bien relevé, photographie. À l'époque, en 1872, faire une photographie, on voit qu'elle est dans la même position que notre femme. Sauf que quand on l'a trouvée en 1872, jusqu'à très récemment, ben voilà, comme elle avait un squelette robuste, c'était un homme. Assez récemment, Marie-Antoinette a repris l'étude anthropologique de cet homme, elle l'a comparé avec notre femme à nous, femme sourde, et elle a dit non. Cet homme n'est pas un homme, il a le squelette morphologique d'une femme. Donc vous voyez que le fait que la femme d'Ostu-Niemun ait été une femme, ça a été très important parce que ça a permis de revoir ce squelette du Cavillon, qui au départ s'appelait, les Français l'appelaient l'homme de Menton, il est devenu la femme du Cavillon. Et c'est la sœur jumelle de notre femme. Les dates correspondent, elle est un peu plus âgée. Mais le dispositif, la parure, la position des mains. Alors, elle n'a pas la main sur le fœtus, effectivement, elle n'est pas enceinte. D'accord ? La taille, 1,72, l'autre c'était 1,71. Elle a par contre une pathologie, c'est une fracture du radius, une fracture que Marie-Antoinette de Lemblay a interprétée comme un geste de protection par rapport à un coup. Voilà. Nous, la nôtre femme, celle d'Ostu-Niemun, on n'a aucune preuve d'une maladie qui l'ait affectée et qui ait tué elle et le fœtus. Elle n'a pas de fracture, rien. La seule chose qu'on sait, c'est que on a fait faire une étude, plusieurs études dessus. Un, on a récupéré tout l'ADN, ce qui était bien. Deux, on a fait étudier les acides aminés, on sait qu'elle mangeait 30% de produits de la mer. Or, nous, à la fouille, là où elle habitait, donc 3 ou 4 mètres devant la sépulture, on n'a trouvé aucun produit de la mer. Pas de coquillage mangeable,
pas d'ossements de poisson. Ça veut dire que, pour nous, elle allait jusqu'à la mer manger des coquillages et qu'elle revenait sans coquillages. Et alors, la chose la plus intrigante, c'est qu'on a pu faire une étude avec le synchrotron sur les dents du fœtus. Or, il faut savoir que quand on est soit fœtus, soit très jeune enfant, des événements forts de votre vie se marquent sur les germes dentaires et ils font des stries. On a pu voir sur les dents du fœtus que 3 semaines avant la mort, il y avait eu 2 épisodes de grand stress. Qu'est-ce que ça veut dire 2 épisodes de grand stress? Ça peut être sa tension, comme chez les femmes enceintes, qui a poussé, qui a été très forte et qui l'a tué, elle, le fœtus, mais ça peut être aussi un stress dû à un épisode d'agression. Finalement, on ne sait rien de sa mort. On a l'impression qu'on la connaît très bien, mais la seule chose qu'on voudrait savoir, nous, c'est de quoi elle est morte. Parce que pour un groupe de chasseurs, on compte à peu près une trentaine de personnes qui soient viables. Perdre une femme de 18 ans, 20 ans, en plus enceinte, ça a dû être très difficile pour nous. Donc, vous voyez, pour le cavillon, on a au cavillon la sœur jumelle de la femme d'Ossou-Léo. Alors, quel était le paysage de l'Italie pendant le Gravessier? Mais déjà, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est que le fleuve Pô, il se jette ici actuellement. À l'époque, il se jetait là. C'est-à-dire que la moitié de l'Adriatique n'existait pas. Ce qui fait que on peut très bien, notre site à nous ici, on peut très bien circuler dans une plaine côtière et ensuite une plaine basse et rejoindre l'Europe centrale quasiment. Donc on a une vision quand même physique de l'Italie qui est complètement différente de la nôtre. Les analyses de pollen, pour le Gravétien, ont donné un paysage ouvert, froid mais assez humide, donc pas très froid. Il y avait une prairie de graminées, et puis ensuite quelques bosquets de chênes, certainement, qui permettaient d'ailleurs à certains animaux, comme le cerf, de vivre sur le site, enfin, dans la plaine. Les analyses de pollen, là j'extrapole un tout petit peu, au-dessus du Gravétien, on a toute la séquence de l'épigravétien, c'est-à-dire pour nous, de l'Europe occidentale côté français, c'est-à-dire on a le solutréen, le magdalénien et l'équivalent de l'asilien. Là, on a un coup de froid très important qui se marque au niveau des pollens et qui montre qu'on n'a plus cette humidité et qu'on aurait tendance à avoir un paysage totalement découvert sans ces petits bosquets d'arbres. Mais pour le Gravétien, on a quand même dans ce paysage. Alors, peut-être que ça rappellera à certains, c'est peut-être là l'épisode de Tursac que l'on a, qui a été identifié autrefois en Dordogne. Ce petit réchauffement qu'on a pendant le Gravétien, c'est peut-être lui qu'on a concernant la femme. Alors, ce qui nous a intrigué aussi, c'était où est-ce qu'il se procurait la matière première licite. Alors, il y a plusieurs stratégies. Le site est à l'étoile. La stratégie qu'on a et qui est la plus fréquente, c'est que les Gravétiens utilisent un silex qui vient de cette espèce de bosse que l'Italie a derrière, qui s'appelle le Mont Gargano. Et ce Mont Gargano, en fait, c'est du mont calcaire, mais il y a un très beau silex, miel, fossilifère. Donc on le reconnaît très bien. Très belle qualité, fossile, mais 170 km du site. Loin. Mais ça, les Gravétiens nous ont habitués à ça. Hein. Il y a 2 mois de ça, à côté de Totavel, un site en pleine surface, quand j'ai étudié l'industrie qui en venait, qui est du Gravétien, il y avait 2 lames qui venaient du Bergeracois. Donc les Gravétiens, à mon avis, ils ont des circuits, des réseaux. Je ne dis pas qu'un individu a fait 170 km pour aller chercher le silex. S'il faut, il y a eu, on le prend ici, on l'échange, on l'échange, on l'échange. Mais en fait, il y en a beaucoup qui est arrivé sur le site, et ce sont en général des gros blocs qui ont permis une grosse industrie. Après, ils ont un peu fréquenté le littoral, qui lui était qu'à 10 km à l'époque.
Et là, ils ont ramassé des petits blocs de silex de qualité un peu moins bonne, mais qui n'ont pas permis de faire de la grosse industrie. Donc, quand on arrive à l'épi gravétien, on voit de suite que la taille des pièces diminue. Ça, c'est dû au fait que les gravétiens, ils ont utilisé ce beau silex en gros bloc, et que leurs successeurs, mais eux aussi un petit peu, sont allés sur le bord récupérer des petits galets qui sont comme ça, taillables, on fait avec un petit bloc, on fait des petites pièces. Après, la dernière chose, c'est cette espèce de jaspe vert qui vient de la région ici, globalement du Basilicate, en Italie, Tarente, un peu au nord de Taranto. C'est un très bon matériau, ils l'ont utilisé, on peut faire des grandes lames parce que ce très bon grattoir, il est comme ça, hein. Donc, il permet, le grain est fin et il est de bonne qualité, de bonne taillabilité. Ça dénote un peu avec le comportement des moustériens de la région, qui en parlent là parce qu'on sait que sur le site, il y a des moustériens. Pourquoi? Parce que quand on a fait les terrasses devant la grotte au XIXe siècle, on a détruit un peu les sédiments. Quand on se promène sur les terrasses, de temps en temps, on trouve une pointe de moustérien. On a pour l'instant une cinquantaine d'objets du type moustérien. Et ils sont faits, eux, pas en silex, ils sont faits dans un calcaire silicifié qui est à peu près au niveau du M de Maria, là, ça fait une dizaine de kilomètres. Et quand on les voit, on les voit sur le terrain en se promenant, on tient, ils sont noirs, sombres, mais ils se taillent bien, c'est un calcaire silicifié, ils se taillent bien, et ils ont réussi à faire de très belles pointes moustériennes. Voilà. Ce pour dire que les gravétiennes ne se sont pas alimentées aux mêmes sources de matières premières que les moustériens. Alors, Pierre Magny a étudié la faune, c'est juste pour donner un aperçu. Ça. Ici, vous voyez une vue avec Google Earth. Ce que vous voyez là, c'est ce plateau là-haut. On le voit mal, mais ici, ça descend. Vous avez la grotte. Et puis ici, vous avez une plaine côtière qui actuellement fait à peu près 5 km, qui à l'époque devait être du double, c'est-à-dire 10 km pour arriver au littoral. La faune que l'on a, elle est largement dominée par le cheval, à 60%. Cheval associé à de l'auroch. Ça, c'est des animaux qui ont été chassés dans la plaine. Après, peut-être que dans les bosquets, sur les premiers escarpements, là, sur ce petit plateau-là, il pouvait y avoir, s'il y avait des bosquets, il pouvait y avoir le cerf. Et ensuite, quand on passe sur les pentes de la Mourge, de ce massif-là, on peut trouver et le bouquetin et le sanglier. Plus ubiquiste, on a 2 mandibules de panthère. On ne sait pas si elle n'a pu circuler sur les places, c'est un peu un problème. Mais on ne sait pas si ça a été réglé. Faire une tracéologie sur voir si c'est des. On les a tués pour la peau. Pour les manger. Nous, on ne sait pas. Mais on a curieusement que les 2 mandibules. Moi, j'étais persuadé depuis très longtemps que l'abri faisant 70 mètres de long et le site faisant 2500 mètres carrés, et puis étant un endroit où on peut vraiment bien observer toute la plaine, pour des chasseurs, on pouvait y habiter toute l'année. L'étude des eaux d'animaux montrerait une saisonnalité plutôt de l'automne. C'est les premiers résultats de l'analyse. Voilà les outils du gravétien. Comme je vous dis tout à l'heure, ils sont faits, à part les pointes de la gravette, là, ils sont faits sur. D'abord, ils ont des grosses tailles, donc ils sont faits sur des blocs de grosse taille eux-mêmes. Vous voyez tout de suite ce silex du Gargano qui est très fossilifère. Voilà là, le jaspe vert que j'ai montré tout à l'heure. On a peut-être 10 pièces qui sont faites avec ce matériau. C'est un matériau de qualité quand même. Hein. Il se taille très bien. Ici, vous avez ce grattoir qui est la plus belle pièce qui a été faite avec. C'est pour ça qu'on le retrouve ici. Après, vous avez le silex du Gargano, le voilà, ici et ici. Ça permet de faire d'assez gros outils, puisque si vous comparez avec une pièce de l'euro, ça c'est une pointe comme ça, qui n'a pas pu fonctionner comme projectile d'arc. D'abord, on n'est pas sûr qu'au gravétier d'arc, vous savez, grâce à vous, on sait par Paio que l'utilisation de l'arc arrive pendant son Ukraine.
personne est certain qu'il n'ait pas existé des arcs, des projectiles d'arc dans le gravessier. Cette pointe est beaucoup trop lourde. Nous, on la voit comme une pointe d'épieu, de lance, mais pas une pointe de flèche. Après, on a des outils comme ça, des gros burins dièdres, gros et robustes, dont il faudrait faire la tracéologie. Ils sont magnifiques, on les a gardés, on les a pas mis dans les tiroirs, donc on a prévu ça. Et à côté de ça, donc, le site a donné à peu près, la couche gravicienne a donné à peu près 5000 pièces sur 5 mètres carrés. C'est riche. Il y a sur ces 5000 pièces au moins 500 points de la graveur. Ça arrive toujours. Récurrent. On les trouve entières, cassées. Il faudrait faire une étude d'ailleurs, savoir si c'est quelle extrémité cassée. Alors on les reconnaît très bien, ces pointes, parce qu'elles sont fines. Et puis elles ont un dos, c'est-à-dire qu'elles donner des coups pour abattre le dos, pour le rendre verticalisé, plus ou moins verticalisé. Voilà, je montrais pour vous montrer le grattoir. Bon, ça, c'est anecdotique. La grande pointe, on peut l'imaginer. Et les pointes de la gravette, comme l'avait suggéré une collègue Anne-Marie Aronchitelli, elles peuvent être au moins emmanchées avec ce type-là, dans une encoche en haut de la hampe en bois, ou alors elles peuvent être emmanchées sur les côtés, puisqu'on en a trouvé certaines qui présentent des traces de colle sur le bord abattu. Alors moi, je suis un peu, je vais dire, j'en parlerai après si vous voulez sur les pointes à la gravette. La technique de fabrication, elle est très connue. Soit on les fabrique à partir d'un bloc de nucléus polyédrique avec un chasse-lame, on tape dessus, on les décoche, on les décroche, et une fois qu'elles sont brutes, avec un compresseur, il ne faut pas taper, il faut imaginer que ça a été fait à pression, on détruit un des bords tranchants. Donc le principe est simple. En fait, moi je me suis aperçu, et je ne suis pas le seul à voir ça, que le même. Oui. Mira, pots apagar el micro, sisplau? Gràcies. Et moi, ça me faisait plaisir d'entendre nous. En fait, on pointe de la gravette, c'est un mot générique. Je voulais montrer ici qu'il y a toutes les quantités. Taille, grandeur, épaisseur, finesse. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui était de ce côté-là, elle est extrêmement fine. Ça, si on le met au bout d'une pointe, on tire, on casse. Donc, elles ont peut-être été utilisées pour percer les coquillages, pour des activités de forêt, comme les mèches de la perceuse. Donc, il y aurait tout un travail de tracéologie à faire sur ces points. En plus, je me suis rendu compte, d'en voir beaucoup là-bas, qu'il y en a qui sont faites avec des techniques complètement différentes de celles que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire prendre un nucléus. Celle-là, c'est la méthode la plus classique. Et je me suis aperçu qu'il y a des pointes à la gravette qui sont très en section, un triangle équilatéral. Elles sont très robustes. Et celles-là, elles sont faites en utilisant des chutes de burin. Alors que les autres sont faites avec un débitage du nucléus. Ces pointes robustes qui ont été certainement celles-là des perçoirs, je pense à ici, j'en repère une. Non, il n'y en a pas celui-là. Elles sont en général très solides et c'est celle-là qui, à mon avis, ont pu servir de perçoir. Mais celle-ci, si vous comparez avec une pointe de 1 euro, vous en avez qui sont des vrais micro-gravettes. Alors on se dit, bon, au bout d'une pointe lancée, ce n'est pas fonctionnel. Ou alors ça rentre dans une armature composite où on en associe plusieurs. Là, seule la tracéologie pourrait parler. Alors le site de Santa Maria di Agnano, sa sépulture et sa zone d'habitation, vous l'avez ici avec une étoile rouge. Il y en a d'autres en Italie. Tous les sites verts. Vous voyez qu'il y en a plus, curieusement, sur la façade tyrrhénienne que sur la façade adriatique. Le plus voisin, c'est celui-là,
qui nous sert de référence. Non, celui-là, je veux dire. Non seulement parce que c'est l'endroit où ils sont allés chercher le silex, c'est le Gargano, et puis il y a la grotte, celle-là, c'est la grotte Pagliacci, qui a été fouillée par Palma di Cesnola. C'est un peu notre référence, même si eux, ils n'ont pas trouvé une sépulture, ils ont eu des sépultures épigravétiennes, donc plus récentes que les nôtres, ils n'ont pas eu de sépulture gravétienne. Bon, voilà le gravétien à l'échelle de l'Europe. Curieusement, au milieu de l'Espagne, il n'y a pas de site vrai reconnu gravétien. On dirait qu'il y a au moins 2 no man's land ici, et puis ici. Alors ici, on peut comprendre pour des raisons de relief. Mais ici, peut-être aussi pour le centre de l'Espagne, à cause des conditions climatiques froides du gravétien, à constater. Et ce qui fait l'unité de toute cette culture, c'est cette pointe. Pointe à qui on a abattu, comme j'ai dit tout à l'heure, coupé par précieuse, souvent, ou sur un plume, le bord tranchant, pour en faire un bord qui ne tranche plus. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est, quand on fait ce type d'activité, volontairement, on détruit un bord qui tranchait pour qu'il ne tranche plus, c'est qu'il y a une fonctionnalité cachée derrière. Et là, la tracéologie peut donner des pistes intéressantes. Tout proche à 60 km, 60 km. Toujours dans la Pouille, dans le sud, vous avez une grotte qui s'appelle Paravita. La grotte, c'est Grotta dei Veneri, grotte des Vénus, où ont été trouvées 2 Vénus sur une fouille quand même assez ancienne, faite par Guerreschi. Elles étaient à l'extérieur, même si on a retrouvé une couche gravétienne à l'intérieur, elles étaient à l'extérieur et on les pense associées avec une sépulture qui était comme la nôtre presque, à l'entrée de la grotte, mais qui, elle, était datée de 20 000 maximum, même mieux 18 000. Donc elles sont peut-être plus récentes. C'est 2 Vénus un peu extraordinaires parce que, surtout la première, on dirait qu'elle porte un voile. Et curieusement, c'est 2 Vénus de femmes enceintes. Elle les met sur le ventre. Elles ont à peu près cette taille, elles sont faites dans un os bovine. Donc on n'est pas très loin, hein. On est dans un environnement gravétien, c'est sûr. Nous, on n'a trouvé aucune Vénus. Mais on a eu la chance, c'est qu'on a eu la vraie Vénus. En chair, enfin, pas en chair, en os, mais en os. Puisque notre sépulture à nous. Alors je ne voulais pas terminer sans remercier les gens qui ont travaillé avec moi et qui travaillent encore sur ce site. Il y a bien sûr Amel Chakroun, qui est sédimentologue et qui est à l'université d'El-Manar, Pierre Magnier, archéologue, bien sûr, Aix-en-Provence, Josette Renaud-Misnowski, qui avait débuté l'étude des pollens et qui a été, cette étude a été poursuivie après la mort de Josette Misnowski par Anne-Sophie Lartigot et par Amat Flory. Et puis un dernier, Benjamin Mécotte, qui est un étudiant de Rome, qui fait, lui, plutôt la paléontologie animale et pas l'archéologie. Bon, l'équipe demande à être renforcée. S'il y a des gens qui ont envie de venir travailler en Italie du Sud, la porte est ouverte. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Nous, on a fait 5 mètres carrés. Le site fait 2500 mètres carrés. On a juste ouvert une petite fenêtre. Heureuse parce que là où on a fouillé, les couches paléolithiques étaient entièrement préservées. À l'époque historique, on n'avait pas fait d'occupation. Et quand ils ont fait les terrassements au XIXe siècle, ils n'ont pas touché cette zone. Peut-être qu'ailleurs, on trouvera encore le gravétien. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il soit juste localisé, que nous, on a eu le bonheur de tomber pile poil exactement à l'endroit où nous sommes. Si vous avez des questions, ça fait plaisir que je tenterai d'y répondre si j'ai la réponse. J'ai plus de questions que de réponses. Dites-moi.